je me suis procuré ce chargeur d'accumulateur au lithium fer phosphate. Sauf que sa tension de sortie est trop élevée. Qu'à cela ne tienne, je vais corriger cela. Bidouilleur, bidouilleuse, salut! Cette année, je me suis procuré deux batteries, deux accumulateurs au lithium fer phosphate. J'aime beaucoup ce type de batterie. J'en ai acheté de deux capacités. Celle-ci me sert pour la radio amateur portable. 12 ampères à 12,8 volts, ça me donne suffisamment de jus pour une journée de radio, sans difficulté. Là. Entre autres pour des communications micro-ondes, ça va très bien. Je me suis aussi procuré une plus grosse, une 50 ampères. Celle-ci, c'est pour le camping. Elle va très bien dans ma caravane. Et elle me permet une bonne semaine d'utilisation sans aucun problème. Bon, l'idée n'est pas de vous vendre ces accumulateurs, mais plutôt de vous parler de la tension de charge. Alors, les deux accumulateurs ont une tension de charge spécifiée de 14,6 volts. Rien de plus, rien de moins. Tension de charge 14,6 volts. On vise cette tension un peu plus bas, je crois que ça va, c'est pas si mal, mais il ne faut pas aller plus haut. C'est comme le fameux 4,2 volts là, de tension maximale sur les cellules de lithium-ion. On ne dépasse pas. Le chargeur ne doit pas dépasser 4,2 volts. Alors, pour charger ces accumulateurs, qu'est-ce que je fais? J'ai un bloc d'alimentation à courant constant que je vais régler à 14,6 volts avec un courant peut-être de, ici dans ce cas-ci, peut-être 2 ampères, 3 ampères maximum. Donc, C sur 4. Ici, je ne sais pas, C sur 5, C sur 10. J'aime les courants de charge lents. Ça évite l'échauffement des cellules. Alors, utiliser un gros bloc d'alimentation à courant ajustable, ça va ici dans le labo, mais ce n'est pas très pratique si je suis à l'extérieur. Alors, voici ce que j'ai fait. Je me suis procuré ce petit bloc d'alimentation. On appelle ça un chargeur, mais c'est vraiment un bloc d'alimentation. C'est ce que c'est, là. Un bloc d'alimentation spécifié à 14,6 volts et 3 ampères de courant. Okay? C'est pas cher, quelques dollars. Et avec une limite de 3 ampères, je peux, de façon très sécuritaire, recharger même celle-ci, la 12 ampères heure. Et bien sûr, avec tout le temps voulu, là, la 50 ampères heure. Alors, c'est bien beau, j'ai commandé ce bloc, mais voici le problème. Si je mesure la tension de sortie du bloc d'alimentation, j'obtiens une tension de 14,8 volts. Excusez l'inversion des sondes, 14,8 volts, alors que ces accumulateurs ne peuvent pas savoir plus que 14,6 volts. On me l'avait pourtant spécifié à 14,6, c'est bien ce qui est écrit. Mais à vide, 14,8, ce que je ne veux pas. Évidemment, la tension doit s'écraser un peu lorsque le courant est maximum. Mais au fur et à mesure que la tension approche du 14,6 volts spécifié, le courant diminue d'autant. C'est donc dire que la tension, ultimement, va dépasser le 14,6 volts lorsque les accumulateurs, leur BMS, coupent la charge. On va atteindre 14,8 volts. Je ne veux pas ça. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai bien sûr obtenu un remboursement d'AliExpress, un remboursement complet. C'était pas très cher, là, mais par principe, je leur ai expliqué que ce n'est pas acceptable. C'est bien spécifié 14,6 et ça ne doit pas le dépasser. Et ils m'ont donné un remboursement sans aucun problème dans la même journée. Alors, j'ai ce bloc d'alimentation, je veux le corriger. Naturellement, ce genre de bloc est scellé, mais lorsqu'on pèse fort, on s'aperçoit que une fente qui se crée juste en appuyant ici, ça ne semble pas être collé très solide. Ce n'est pas soudé, en tout cas, le plastique n'est pas collé tout le tour. Donc, je vais tenter de l'ouvrir et de corriger la tension, la descendre à 14,6 volts à vide. Et ça va nous permettre de voir l'intérieur aussi, voir si c'est monté de façon sécuritaire ou pas. Et ça va être intéressant. Il y a un autre petit problème, et ça, c'est ma faute. C'est que le bloc d'alimentation, je l'ai commandé,
malheureusement avec une fiche, je crois que c'est une fiche européenne, là, anglaise, je ne suis pas certain, mais je crois que oui. Vous saurez me le dire. Ce n'est pas une fiche nord-américaine, donc je veux remplacer le cordon. J'en ai un autre ici que j'ai récupéré, un cordon avec une fiche nord-américaine. Alors, ça va être l'occasion de remplacer le cordon aussi. Alors, tentons d'ouvrir pour voir si on peut corriger la tension de sortie. Je ne vous l'avais pas mentionné, oui, c'est un bloc d'alimentation, essentiellement, qui va limiter à 3 ampères. Mais il y a une LED ici, qui est, lorsqu'il n'y a pas de courant, ou si peu de courant, la LED est verte. Et lorsqu'on branche l'accumulateur, ben, ça devient rouge jusqu'à ce que la charge soit atteinte et que le BMS coupe la charge. Et là, ben, ça devient vert pour nous indiquer que l'accumulateur est chargé. Alors ça, c'est en surplus, on va dire, du simple bloc d'alimentation qu'il y a à l'intérieur. Alors, ouvrons-le pour voir. Alors oui, puisque je dois remplacer le cordon du secteur, bien, je vais travailler du côté ici du secteur. Et en effet, là, lorsqu'on appuie, on s'aperçoit qu'il y a un espace qui se crée. C'est sûrement pas évident pour vous, là, mais définitivement que ici au centre, là, lorsque j'appuie, ça s'écarte. Et je peux vous dire que c'est pas très fort. C'est peut-être collé ou juste clippé, là, je ne sais pas trop. Alors, je vais essayer de travailler ici. Je vais tenter de faire le moins de dommages possible. Voyez-vous, quand je mets un peu de force ici, ça s'écarte. Ça s'écarte un peu. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de dommages au boîtier. Est-ce que je vais réussir? Je ne le sais pas. Honnêtement, là, ouais, je vois qu'il y a un écart qui se crée. Ça va être long. Parce que je ne sens pas de vis non plus ici. S'il y avait eu des vis, ils auraient eu aux 4 coins, pas au centre où il y a le bloc d'alimentation de toute façon. Alors, je vais travailler très doucement en espérant que je vais être capable de dégager ce bloc. J'ai des lunettes dans les yeux là, pour être certain de me protéger quand même. Là. Alors, je travaille là-dessus puis je vous reviens. Ouf. Alors, j'ai réussi à ouvrir, non sans effort quand même, mais ouais, j'ai réussi. C'était clipsé, il n'y avait pas de colle, heureusement. Comme moi, j'en ai pas vu, mais les griffes étaient assez puissantes. Donc, il a fallu que je force assez fort. Bon, ça a légèrement craqué le boîtier ici, mais je vais le recoller. Et ça ne paraîtra que si peu. Et je vais pouvoir refermer l'ensemble une fois la modification faite, puisque ça se clip tout simplement. J'ai été très chanceux qu'il n'y ait pas de colle. Alors, la plaquette, je l'ai extraite. La voici. On va la regarder de plus près dans un instant. Mais on voit que sur la face inférieure, il n'y a rien sauf des pistes, bien sûr. La plupart des pistes de puissance sont sur cette face-ci. Non, c'est pas tout à fait vrai. Il y en a quand même sur l'autre côté. Quoi qu'il en soit, c'est maintenu dans le boîtier par un simple coussin autocollant. C'était collé au fond du boîtier, juste ici. Et c'est tout, il n'y a aucun montage, aucune vis particulière. Donc c'est vraiment monté pour faire des économies maximum. Donc il y a donc le minimum nécessaire là, pour faire fonctionner ce système. C'est à sa plus simple expression, on va dire ça comme cela. Ceci est un schéma, on va dire similaire à ce qu'il y a sur la plaquette, mais ce n'est pas identique. Okay? C'est pas la même puce de contrôle, c'est probablement pas le même MOSFET. C'est pas le même optocoupleur, mais ça y ressemble quand même. La partie contrôle est très similaire. Alors, qu'est-ce qu'on a rapidement? Parce qu'on va le voir sur la plaquette dans quelques minutes. On a notre source, le secteur ici qui arrive, qui est redressé par un pont pleine onde, filtré. Alors, là, la partie contrôle, j'y reviens, mais le signal redressé, donc de haute tension, on va dire, là, le secteur redressé est envoyé à l'enroulement principal dans le transformateur. Et cet enroulement-là est commuté par un MOSFET ici. Et c'est le rapport cyclique de commutation du MOSFET qui va déterminer la tension du côté secondaire, bien sûr. Plus le rapport cyclique est élevé, plus d'énergie est transférée de l'autre côté. Alors, il y a un petit circuit ici pour étouffer les crêtes. Et il y a aussi un enroulement
qui permet d'alimenter, une fois l'ensemble qui roule, là, permet d'alimenter la puce de contrôle. Mais jusqu'à ce que cet enroulement fonctionne, il y a quand même un peu d'énergie qui est envoyée lorsque l'ensemble est mis sous tension, que la tension monte graduellement. Il y a un peu de courant qui est envoyé ici pour alimenter la puce, pour la faire démarrer. Alors, c'est deux méthodes d'alimentation. Alors, regardons maintenant le côté contrôle, puisqu'on passe du côté secondaire. Ici, il y a vraiment une isolation galvanique entre ici et bien sûr ici dans le transformateur. Alors, on redresse le signal alternatif à haute fréquence, 50 kHz, 100 kHz, je ne sais trop, dans cet ordre de grandeur. On redresse et on filtre pour obtenir la tension de sortie, on va dire, principale. Il y a un peu de filtrage ici aussi pour étouffer les crêtes. Il y a un peu de filtrage et il y a une charge minimale. Il y a aussi une LED qui est alimentée. Alors, le contrôle, comment est-ce que ça fonctionne? Bien, il y a un échantillonnage de la tension de sortie qui est pris et c'est envoyé sur un diviseur résistif qui est juste ici, qui va produire une tension ici qui, lorsque la tension de sortie est nominale, disons ici dans notre cas 14,6 volts, on doit produire une tension de 2,5 volts à travers ici le diviseur résistif, 2,5 volts, qui va essentiellement faire conduire le TL431, qui est un régulateur shunt. Et ce TL431 conduisant va faire allumer la LED dans l'optocoupleur, ce qui va faire conduire le courant ici dans le transistor de l'optocoupleur et ce qui va envoyer une tension ici. Il manque un fil là, qui est juste en dessous, qui vient jusqu'ici sur la tension VRF de la puce de contrôle. Et donc, lorsque la tension nominale est atteinte, ça s'allume et ça envoie un signal à la puce. Si la tension est plus basse, l'ensemble ne produira pas de courant ici, donc l'optocoupleur va s'éteindre et la puce va donc augmenter le rapport cyclique jusqu'à ce que le signal soit envoyé ici dans le circuit. On voit qu'il y a un circuit RC, donc sur la boucle de contre-réaction, il y a une composante RC, donc pour ralentir le tout, pour éviter les oscillations bien sûr. Alors ça, c'est habituellement calculé en fonction de la fréquence de découpage. Alors ça, c'est le contrôle de la tension. Pour le contrôle du courant maximum, ben, il y a deux façons de le faire. Il aurait pu le faire du côté secondaire, mais ici, dans le circuit, on le fait du côté primaire. Le courant ici est échantillonné à travers cette résistance d'un ohm. Et bien sûr, il y a filtrage, donc pour produire une tension relativement courant continu, qui est envoyé ici dans l'entrée sense, donc de détection de courant. Et lorsque cette tension-là atteint un certain seuil, à travers la résistance d'un ohm, bien sûr, ben, la puce va agir aussi sur le rapport cyclique pour diminuer la tension de sortie, pour maintenir un courant constant. Alors ça, c'est le fonctionnement général. Et comme je vous ai mentionné, les composants ne sont pas exactement les mêmes sur l'autre plaquette, mais l'usage général, la configuration générale, c'est ce qui est implémenté sur notre plaquette. Allons donc à la voir de plus près, cette plaquette. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce circuit? Vous allez voir que c'est, à sa plus simple expression, on a l'arrivée du secteur ici, la phase et le neutre. La phase passe dans un fusible. Et ça s'en va directement après ça au redressement. Donc, ce que vous constatez, c'est qu'il n'y a aucun filtrage. C'est une alimentation de découpage et normalement, il devrait y avoir du filtrage capacitif et même inductif en mode commun. Il n'y a pas ça du tout. Alors, ce n'est pas une alimentation qui rencontre les exigences, définitivement pas au niveau de la propreté. Ceci dit, ben, ça va faire le boulot pour recharger un accumulateur. Ce qu'on cherche, c'est un courant constant, une tension constante ici à la sortie. Donc, redressement avec un pont de pleine onde, le filtrage capacitif, et ça, c'est envoyé sur un des côtés de l'enroulement primaire. L'autre côté de l'enroulement primaire, ben, c'est le MOSFET qui découpe, bien sûr, et on a le contrôleur découpage, et il est ici, un petit circuit intégré à 6 broches. C'est assez simple.
Alors ça, c'est le côté primaire. Là. Il y a des diodes pour étouffer les crêtes. Il y a aussi ici une combinaison de 3 résistances de 3 zones. Visiblement, c'est pour faire un nombre avec une plus grande puissance. Probablement pour mesurer le courant. Peut-être que cette puce mesure le courant. Je ne suis pas certain ici, pour être bien franc avec vous. Alors ça, c'est le côté primaire. Côté secondaire, bien, on a la sortie du transformateur avec 2 diodes pour faire du redressement. On a le filtrage capacitif, de la sortie unique. Et par la suite, on a ici une résistance shunt qui permet de mesurer le courant. Mesurer le courant dans quel but? Bien, dans le but de faire allumer la LED rouge lorsqu'il y a un certain courant et lorsque le courant tombe à quasi zéro, là, la LED va virer au vert. Et c'est un ampli opérationnel qui fait ce boulot. Alors, il compare une référence qui est créée par ces résistances et la tension qui est générée par le courant à travers le shunt. Et lorsque cette tension doit atteindre tout près de zéro de différentiel, la LED verte s'allume, la LED rouge s'éteint. Alors, l'ampli opérationnel, c'est un LM358 et il ne sert qu'à cela. Alors, comment est-ce que la rétroaction, la contre-réaction, donc le contrôle du système fonctionne? Alors, comme je vous ai expliqué, c'est classique. On a notre TL431 ici. Et puis, lui, sa broche de référence est contrôlée par ces 2 résistances. Et c'est ces 2 résistances, c'est là-dessus qu'on va travailler pour ajuster la tension de sortie. Alors, le TL431, lui, naturellement, contrôle l'optocoupleur ou l'opto-isolateur qui est juste ici. Okay? Et ça, l'isolation galvanique entre le primaire et le secondaire, ça se passe ici. Et bien sûr, entre les deux, il y a toujours ce fameux condensateur. C'est un condensateur de type X, si je vois bien. Là. Et il y a l'optocoupleur et il y a le transformateur. C'est tout ce qui est partagé entre les deux côtés. Et donc, oui, l'optocoupleur vient travailler, donc vient jouer sur le contrôleur qui, lui, va bien sûr faire changer le rapport cyclique lorsque l'optocoupleur fait passer un courant. Donc, c'est un système à boucle fermée et qui maintient bien sûr l'isolation galvanique. Ça, c'est l'essentiel du fonctionnement. Ça a toutes les apparences d'un système flyback. Alors, moi, je veux travailler sur ces résistances et je veux remplacer le câble d'alimentation. Ça sera facile. 2 fils à dessouder, souder le nouveau. Je n'aurai pas, malheureusement, ce passe-fil ici. Je vais penser à quelque chose d'autre. Et de l'autre côté, ça va rester tel quel. Le fil, la sortie coaxiale me convient parfaitement. Alors, parlons du plan d'ajustement de la tension. Alors, je vous l'ai expliqué précédemment. Le contrôle de la tension se fait à partir du diviseur résistif qui contrôle le TL431, qui lui contrôle l'optocoupleur. Et ça contrôle la tension de sortie et ça contrôle le rapport cyclique. Donc, si on vient agir sur ces résistances, on va pouvoir contrôler la tension de sortie. Alors, présentement, les 2 résistances qui sont sur l'alimentation, c'est 3.9K et 19.1K. En fait, le code, c'est 28C. C'est le code universel là, pour les résistances de 1%. 28C, c'est 19.1K. Ce sont des résistances 0,6-0,3. Et on sait que la tension présentement, la tension réelle, c'est 14.8, pas 14.6. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour abaisser la tension de sortie? À cause des tolérances, ça va peut-être être difficile d'arriver à quelque chose de bien juste, bien exact selon ce qu'on veut. Ici, on a une résistance justement de 5%. Ici, 1%, c'est bien, mais il y a une résistance de 5% ici, 5 ou 10%, probablement 5 là, dans le montage en surface. Ça serait très difficile, par simple calcul, d'arriver exactement à la bonne tension. Et j'aimerais, moi, viser le 14,57 peut-être, 5,75, 14,58, juste en dessous du 14,6. Alors, pour arriver ici, justement, je pense que ça va être plus simple de venir travailler sur les résistances existantes en mettant une deuxième résistance en parallèle. Et pour faire agir le contrôle de la tension pour une tension plus basse, il s'agit tout simplement de diminuer cette résistance ici. Si on diminue la résistance de 19.1K, on va bien sûr atteindre le 2.5 volts.
à une tension plus basse ici, parce que ça va tirer l'ensemble un peu plus vers le haut, vu que la résistance va être plus faible ici par rapport à celle-là. Donc, je vais agir ici, et la façon la plus simple, c'est de mettre une boîte de décade soudée en parallèle et de faire la mesure pour savoir quelle résistance je dois venir mettre ici pour atteindre exactement la bonne tension de sortie, un petit peu en bas de 14,6 volts. Alors, c'est ça mon plan. Travailler sur un équipement alimenté par secteur comporte des risques pour la santé, à moins que vous ne sachiez exactement ce que vous faites et que vous n'ayez les instruments appropriés. Il vous est déconseillé de faire ces manipulations. Vous les faites donc à vos risques et périls. Avant de travailler avec une alimentation de secteur, bien sûr, on débranche le tout, mais on s'assure que le condensateur du côté primaire, le condensateur principal, est bien déchargé. Et je vais vérifier cela avec, ici, mon déchargeur de condensateur que j'ai construit dans ma vidéo numéro 143. Alors, la LED ne s'allume absolument pas, ce qui m'indique clairement que les résistances sur le côté primaire sont suffisantes pour décharger le condensateur assez rapidement. Alors, tout est déchargé, on peut maintenant travailler de façon sécuritaire sur la plaquette. Alors, allons-y avec l'essai. Le secteur n'est pas allumé encore. Évidemment, je vous rappelle que je vais travailler du côté secondaire, non pas du côté primaire. C'est la première des choses. Deuxième des choses, la surface ici est isolante. D'un point de vue secteur, il n'y a pas de risque. Troisièmement, je ne toucherai pas au circuit avec mes mains pendant que tout cela fonctionne. Mais tout de même, comme je viens tout juste de vous le mentionner dans l'avertissement, si vous n'êtes pas confortable de travailler avec des appareils qui sont branchés sur le secteur, ne le faites pas. Votre sécurité compte avant tout. D'accord? Alors, je vous disais que j'allais brancher le secteur ici, quand on va être prêt pour partir. La sortie du bloc d'alimentation, j'ai branché un multimètre, donc je mesure directement. Je vais envoyer ça un peu plus loin. J'ai branché la boîte de substitution de résistance sur la résistance R9. C'est bien la 19,1K. Alors, j'ai donc soudé les deux petits fils ici, de chaque côté de la résistance de 19,1K. J'amène ça sur la boîte de substitution ici. Attention, ce genre de boîte de substitution, lorsqu'on met tout à zéro, c'est vraiment 0 ohm. Alors, on ne veut pas court-circuiter cette résistance. Alors, c'est pour ça que je lui applique un 300 kΩ, puisqu'on a 20K. Si on va avoir la résistance, l'effet pas trop élevé, là, je lui mets un 300 kΩ, ce qui sera 300 kΩ en parallèle sur la 19,1K. Là. Et donc, l'effet sera minime dès le départ. Et d'ailleurs, je vais même débrancher un des deux fils pour débuter. Et on va voir la tension que ça va être avant que je branche la résistance de 300K en parallèle. Alors, on est prêt pour lancer le test. Voilà, c'est parti. Je vous montre à l'écran. La tension, telle qu'elle, est de 14,8 volts, comme on l'avait mesuré avec l'autre multimètre. Je vais brancher ici le petit fil, donc on vient d'appliquer 300 kΩ en parallèle avec la 19,1K et on trouve 14,065. OK, on a abaissé beaucoup plus bas, même avec 300K. C'est clair qu'on va devoir augmenter la résistance et en l'augmentant ici, donc au total à 700 kΩ, on a 14,47. On approche du 14,6 que j'aimerais avoir. C'est peut-être pas assez, je vais mettre un autre 200K. 14,54, ouais, peut-être pas assez. On va aller 100 kΩ de plus, ce qui va nous amener à 1 mégohm. Et on a 14,57. Bon, moi, ça me suffit. D'autant que 1 mégohm, c'est une valeur standard. Et il y aura bien sûr une tolérance là-dessus. On est tout près du 14,6. Et je sais que la tension, à partir de 14,5, là, c'est considéré, l'accumulateur est considéré comme chargé. Donc 14,57, alors qu'on nous dit de mettre 14,6, ça va être bien correct, ça va être un peu plus bas que la tension maximale qu'on peut appliquer. Donc, il s'agit de mettre une résistance d'1 mégohm par-dessus la résistance de 19,1K pour nous amener à 14,57. Ça fait bien mon affaire tout cela. Je m'exécute pour regarder le résultat final. Voilà, j'ai soudé en parallèle, comme mentionné, la résistance de 1 mégohm 0,603, la grosseur, hein, c'est pas gros, 0,603 par-dessus la résistance de 19K. Par curiosité, je peux vous dire, le code de la résistance, c'est 0,1E. Et lorsqu'on regarde la correspondance 0,1E, c'est bien 1 mégohm 1%. Donc, on va voir le résultat.
Je suis prêt à allumer le bloc d'alimentation. Et regardons le voltmètre. Voilà, c'est parti. La lumière est bien allumée et la tension est de 14,56 volts. Ah, c'est bien correct. Au-dessus de 14,55, là, entre 14,55 et 14,6, c'est où est-ce que je voulais viser. Excellent, on a abaissé un peu la tension. J'ai donc sauvé, entre guillemets, récupéré mon alimentation. Ce qui me reste à faire, c'est de remplacer ici le cordon d'alimentation du côté primaire et de rassembler le tout en espérant que tout va se remettre correctement. Et donc, je vais vous montrer le résultat final. Alors voilà, j'ai refermé le tout, ça s'est bien passé. J'ai réparé ici la petite languette qui était cassée. J'ai posé un passe-fil traditionnel là, pour un câble de secteur. Et donc, c'est très solide. J'ai bien sûr limé un peu le trou pour le faire. Et j'ai une prise nord-américaine maintenant au bout de ce câble. Donc, je suis prêt à faire un essai. Le bloc d'alimentation est branché ici sur le dessus, sur l'accumulateur. J'allume le bloc d'alimentation. Il m'indique du vert puisqu'il y a un BMS que je dois allumer ici. Et on regarde la tension. Et c'est parti. La charge est partie. Ça va prendre un certain temps. On voit ici qu'il indique rouge, donc il est bel et bien en charge. Et je vais laisser filer ça jusqu'à temps que ça atteigne le 14,57 ou 14,6 volts. Et on verra pour la suite. Ah! Ça vient de passer à 14,53,7. Il est passé du rouge au vert. Il y avait un peu d'alternance entre le rouge et le vert pendant quelques secondes. Malheureusement, je n'ai pas pu le filmer. Et c'est passé au vert. Là, ça ne veut pas dire que l'ensemble ne continue pas de charger. Le BMS peut-être continue effectivement de prendre une charge. Là. Mais bien sûr, il y a une chute de tension à travers le câble. Et on ne sait pas le delta entre le BMS et les cellules à l'intérieur. Mais comme la batterie, c'est marqué 14,6 maximum et on n'atteint pas ce 14,6 courant de charge, c'est sécuritaire. Le BMS va gérer l'ensemble. Tout devrait être correct. L'accumulateur devrait être heureux. Mission accomplie. Le chargeur est redevenu utilisable. Maintenant, quelques commentaires additionnels. J'ai mesuré le courant maximum débité par le chargeur et, sans surprise, ce n'est pas 3 ampères. C'est plutôt 2,3 ampères. Encore une fois, une autre occasion où les fabricants asiatiques gonflent les spécifications. Bon, pour ce courant de 2,3 ampères, la tension est de 13,8 volts. Donc, c'est bien suffisant pour charger un accumulateur. Au-delà de 2,3 ampères, par contre, l'alimentation fait chuter la tension comme une brique. C'est comme cela qu'un courant constant est établi sur un bloc d'alimentation à courant limité. Alors ça, c'est correct. Ceci dit, le chargeur chauffe passablement lors de la charge, pas assez pour brûler, bien sûr, mais quand même, c'est assez chaud au toucher. Je ne serais donc pas confortable à modifier le chargeur pour aller chercher les 3 ampères annoncés. Côté qualité d'assemblage à l'intérieur, j'ai trouvé le PCB bien assemblé et les composants, ça semblait de la bonne qualité. On ne peut pas en dire autant, cependant, de la fixation du PCB à l'intérieur, dans le boîtier. Ce sont de simples tampons autocollants qui maintiennent le PCB en place sans aucun ancrage ou butée additionnel là, pour verrouiller le PCB. C'est un peu décevant. Aussi décevant est le manque de filtrage LC en entrée et en sortie. Bien sûr, l'alimentation de chargeur fonctionne, mais ça risque de polluer beaucoup dans les alentours au niveau radiofréquence. Ce produit est clairement assemblé au plus bas coût possible. Fallait s'y attendre. Finalement, l'ensemble étant logé dans un boîtier en plastique et aucune partie métallique n'étant exposée sur le côté primaire, à l'extérieur, et compte tenu de l'isolation galvanique primaire-secondaire, on peut donc considérer cette alimentation comme étant sécuritaire à utiliser dans les endroits secs. Alors voilà donc pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à commenter ci-dessous et à cliquer sur le pouce vers le haut si vous avez apprécié. Merci beaucoup et à la prochaine.